Un garçon mendiant dit « Ne mangez pas ça ». Le milliardaire ne l'aurait jamais écouté s'il ne l'avait pas vu de ses propres yeux. Lors d'un dîner raffiné dans un restaurant huppé de Nice, un événement survient, quelque chose qui changera à jamais la vie de 3 personnes. Derrière une atmosphère de richesse et d'apparente sérénité se cache une perfidie silencieuse, mais la vérité trouvera son défenseur, venu d'un endroit où personne ne l'attendait. Au café de la Seine, tout était, comme toujours, irréprochable. Sur les tables de marbre étincelaient des verres en cristal, entre lesquels dansaient les ombres d'une lumière chaude et diffuse. Les serveurs glissaient en silence, semblables à des acteurs évoluant sur une scène. Dehors, Nice bourdonnait de l'agitation du soir, mais à l'intérieur, cela ne résonnait que comme l'écho étouffé d'une vie étrangère, moins raffinée. Bernard Chambert s'était assis à sa table favorite, près de la fenêtre. Il avait 72 ans, et il avait l'allure de ceux de son rang, costume coûteux impeccablement repassé, boutons de manchette en or, montre ancienne au poignet. Il mangeait lentement, avec la dignité de ceux qui n'ont plus rien à prouver ni à eux-mêmes, ni aux autres. À ses côtés se trouvait Marisa, sa femme, de 40 ans sa cadette. Élégante, soignée, maquillage impeccable, coiffure parfaite. Elle contemplait sa soupe, que le serveur venait de lui poser, avec un léger sourire. Ses gestes étaient précis, presque théâtraux. De temps à autre, elle jetait un regard vers Bernard tendre, attentionné, légèrement distrait. « Tu n'as pas goûté leur soupe de tomates maison aujourd'hui ?» demanda-t-elle en poussant l'assiette vers lui. « Non, je n'ai pas faim », répondit Bernard en s'appuyant contre le dossier du fauteuil. « Peut-être plus tard. » Il se replongea dans la lecture d'une notification sur son téléphone. Marisa resta assise quelques secondes, simplement à le regarder. Puis, d'un geste rapide et habile, elle versa le contenu d'une petite capsule dans la soupe. Le mouvement prit moins d'une seconde. Elle profita d'un instant d'inattention, le serveur tournait le dos, et Bernard regardait son téléphone. Elle remua doucement avec la cuillère, sans qu'aucun muscle de son visage ne trahisse quoi que ce soit. Personne ne remarqua, ou presque personne. Dehors, juste en face de la fenêtre, se tenait un garçon d'environ 12 ans. Il avait le front collé contre la vitre, tentant de se faire oublier. Ses yeux étaient grands ouverts. Il ne savait pas quel plat était devant la femme, ni qui étaient ces gens. Mais il avait vu ce qu'elle avait versé, et ce n'était pas une épice. Le garçon s'appelait Malik. Il vivait dans les rues de Nice depuis près d'1 an. Il ne s'intéressait ni à la politique, ni à la mode, ni aux affaires. Il connaissait l'odeur de la nourriture quand on a faim depuis longtemps. Il savait reconnaître les gens dangereux. Il savait lire les gestes, les regards, les visages. La survie l'avait formé. Malik se recula de la vitre, comme poussé par une force invisible. Il hésitait. Que pouvait-il faire? Dans un endroit comme celui-là, on ne le laisserait même pas franchir le seuil. Il avait déjà tenté d'entrer dans des restaurants, pour des restes, pour un peu de chaleur. On l'avait chassé. Parfois battu. Une fois, la police avait été appelée. Mais à cet instant, quelque chose en lui hurla plus fort que la peur. Il retourna à la porte, la poussa, entra. Le silence qui suivit était assourdissant. Il savait qu'il n'avait pas sa place ici, sweatshirt déchiré, basket sale, visage que l'on n'avait pas touché depuis longtemps. Tous les regards se tournèrent vers lui. Un serveur s'approcha aussitôt. « Eh, tu ne peux pas rester ici », dit-il d'un ton sec. Malik ne répondit pas. Il marcha droit vers la table de Bernard, jusqu'à ce qu'on lui attrape le bras. « S'il vous plaît, monsieur, ne mangez pas ça !» cria-t-il. « Votre femme, elle a mis quelque chose dans votre soupe. » Le temps sembla suspendu. La voix de Malik claqua, forte, désespérée. « Que as-tu dit ?» fit Bernard en se retournant, les sourcils froncés. Marisa éclata de rire, un rire forcé, théâtral. « Mon Dieu, quelle absurdité! Qui a laissé entrer cet enfant? C'est un sans-abri. Il est sûrement drogué. Regardez-le. Je l'ai vu.
insista Malik. Elle a versé quelque chose dans la soupe. Elle avait une petite capsule. Le serveur, toujours tenant le garçon par le bras, appelait déjà le responsable. Les clients murmuraient. Certains avaient sorti leur téléphone. On filmait. Il posa son téléphone et regarda Marisa avec attention. Elle sentit immédiatement son regard et changea d'expression. Elle ne semblait pas effrayée, mais plutôt agacée. Bernard, c'est absurde. De toute évidence, ce garçon cherche à attirer l'attention, ou à obtenir de l'argent. Ne l'écoute pas. Bernard contempla son assiette de soupe en silence, puis leva de nouveau les yeux vers Marisa. Soudain, il s'adressa au serveur. Apportez-moi, s'il vous plaît, un autre bol de soupe, du même lot. Et appelez la sécurité. Que personne ne parte, pas encore. Pas lui. Il désigna Malik. Ce n'est pas ma femme. Marisa devint livide. Malik restait immobile, mais tout en lui tremblait. Il ne savait pas s'il venait de sauver quelqu'un ou de détruire sa propre vie et peut-être celle d'autres. Mais une chose, il la savait, il avait fait ce qu'il fallait. La nuit allait être longue. Quand les agents de sécurité s'approchèrent, un silence pesant tomba dans la salle. Les clients aux tables voisines s'étaient figés, incertains de la réaction à avoir. Certains pensaient encore à un malentendu. D'autres sentaient que quelque chose de grave était en train de se produire. Le gérant du restaurant discutait nerveusement avec le serveur, incertain de la marche à suivre. Bernard, lui, restait assis, silencieux, observant Malik avec attention. Le garçon respirait lourdement, mais se tenait droit. Il ne tenta pas de fuir, ne détourna pas le regard. « Comment tu t'appelles » demanda calmement Bernard. « Malik, monsieur. »« Où habites-tu » ?« Nulle part, en ce moment. Parfois au foyer, parfois dans la rue. » Marisa poussa un soupir agacé. « C'est du théâtre, Bernard. Tu comptes vraiment écouter un gamin sans abri qui veut probablement juste passer à la télé ou recevoir un dédommagement ? C'est évident. » Bernard se tourna lentement vers elle. « Pourquoi es-tu si sûr de ses intentions » Marisa se raidit. « Parce que je ne suis pas idiote. Il vient de m'accuser de tentative de meurtre. Tu entends ce qu'il dit ? » J'entends, répondit Bernard. Et j'entends aussi comme tu t'efforces de détourner l'attention de l'essentiel. Il se tourna vers le serveur. Où est la soupe que ma femme m'a proposée ? Elle est toujours sur la table, monsieur. Nous ne l'avons pas encore retirée. Bien. Je veux qu'on l'analyse. Appelez quelqu'un, la police, les services sanitaires, je ne sais pas mais je veux un rapport. Et je veux que tout cela soit consigné. D'ici là, personne ne quitte les lieux. Marisa se leva d'un bond. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux. Les employés du restaurant, stupéfaits par ce retournement, obéirent tout de même. Quelqu'un avait déjà appelé la police. Malik se tenait toujours entre le garde et Bernard. Pour la première fois, il eut l'impression qu'un adulte l'écoutait vraiment. C'était étrange. Et effrayant. « Que as-tu vu exactement, Malik » demanda Bernard sans hausser la voix. « J'étais derrière la fenêtre. J'y suis souvent, parfois les serveurs jettent les restes. J'ai vu votre femme sortir quelque chose de son manteau. Une petite capsule. Elle l'a versée dans la soupe pendant que vous regardiez votre téléphone. Ensuite, elle a mélangé avec la cuillère. C'était rapide, mais je l'ai vu. Je reconnais quand quelqu'un fait quelque chose qu'il ne devrait pas. Et tu as décidé de venir me le dire ? Oui. Pourquoi ? Malik hésita un instant, puis planta son regard dans celui de Bernard. Parce que je ne sais pas qui vous êtes. Mais personne ne mérite d'être empoisonné. Même si vous êtes riche. Même si vous êtes marié à une belle femme. À cet instant, quelqu'un dans la salle applaudit doucement, maladroitement, mais sincèrement. Les autres échangèrent des regards. Marisa,
sentant le contrôle lui échapper, se rassit en serrant les lèvres. Il ment. Les enfants des rues mentent toujours. Peut-être, dit Bernard, mais... Il était peut-être le seul ici à dire la vérité. 15 minutes plus tard, les premiers policiers arrivèrent, suivis d'agents du service de contrôle de la qualité alimentaire. La soupe fut soigneusement scellée et envoyée pour une analyse express. Tout ce qui se passait était enregistré par les caméras du restaurant et les téléphones des clients. Marisa essayait de garder son calme, mais la tension sur son visage devenait de plus en plus visible. L'un des policiers commença à interroger les témoins, un autre s'adressa à Bernard. Il expliqua la situation avec calme et précision, et demanda que le garçon soit traité avec respect. Malik était assis à l'écart. On lui donna un verre d'eau. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne s'attendait pas à être entendu, mais à présent tout devenait réel. Nous allons analyser la soupe, dit l'un des policiers. Mais s'il n'y a rien, vous comprenez que cela sera considéré comme une fausse accusation. Pour le garçon, cela pourrait avoir des conséquences. Bernard acquiesça. S'il n'y a rien, je m'occuperai personnellement de Malik. Mais s'il a raison, vous devrez agir. 1 heure plus tard, les premiers résultats tombèrent, la soupe contenait effectivement une substance, la digoxine, un médicament qui, à forte dose, peut provoquer un arrêt cardiaque. Il n'est disponible que sur ordonnance. Le silence qui suivit cette révélation sembla durer une éternité. L'officier se tourna vers Marisa. « Madame Chambers, veuillez vous lever. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. C'est une erreur. Je ne sais pas comment c'est arrivé là, quelqu'un m'a piégé, hurla-t-elle, mais sa voix tremblait. L'un des policiers lui passa les menottes. Dans la salle, personne ne parlait. Certains filmaient, d'autres observaient, stupéfaits. Marisa, protestant toujours, fut conduite hors du café. Bernard resta assis. Il ne mangeait pas, ne parlait pas, fixait simplement son assiette de soupe vide, devant laquelle une fourchette renversée semblait encore indiquer qu'un détail n'était pas à sa place. Jusqu'à ce soir, il pensait vivre une soirée parfaite. Et dans un coin, un garçon de 12 ans avait changé sa vie. Une fois Marisa emmenée, le café se vida peu à peu. Les clients partaient en chuchotant, commentant l'incident. Certains exprimaient de la compassion pour Bernard, d'autres de la perplexité, d'autres encore doutaient que tout cela ne soit pas une mise en scène. Aujourd'hui, tout est possible, disait-il. Peut-être une pub? Un coup de com'. Mais personne ne finit sa soupe. Bernard était toujours à sa table. Il demanda au personnel de ne pas fermer le café plus tôt. Malik était assis à une table de distance, encore un peu tendu, tenant toujours son verre d'eau comme s'il pouvait le protéger de tout ce qui venait de se passer. Bernard se tourna enfin vers lui. « Merci d'avoir parlé. » Malik hocha la tête. Il avait du mal à répondre. Il ne savait pas ce qui allait se passer maintenant, on pouvait l'accuser de n'importe quoi. Mais d'un autre côté, cela aurait pu finir bien pire. « Tu viens souvent ici ?» demanda Bernard, le regardant avec attention mais sans hostilité. « Parfois. Chez Belle Aurore, il y a de bons restes. Certains serveurs me donnent à manger quand ce n'est pas trop chargé. Je ne demande rien. J'attends dehors. Ça ne marche pas à tous les coups. Où dors-tu? Il y a une cave dans le quartier, derrière une porte clouée. Parfois, je dors au foyer, mais là-bas, c'est compliqué. Il y a des bagarres, des vols. Je préfère être seul. » Bernard garda le silence. Dans son regard, il n'y avait pas de pitié, mais quelque chose d'autre. Une sorte d'intérêt croissant mêlé de regret. Lui-même avait grandi dans une famille pauvre, même s'il n'avait jamais vécu dans la rue. Il savait combien il était difficile de s'en sortir si personne ne vous tendait la main. « Quel âge as-tu ? » 12. « Et tu n'as pas de parents ? » Ma mère est morte. Mon père, je ne le connais pas. Les foyers, c'est pire que la rue.
J'ai essayé. Malik parlait d'une voix sèche, sans émotion apparente. Non parce qu'il était indifférent, mais parce qu'il avait appris à tout résumer. Personne n'écoute vraiment les longues histoires de ceux comme lui. Pourquoi tu n'as pas fui, demanda soudain Bernard. Tu savais que tu pouvais avoir des ennuis. Oui. Mais si j'avais rien dit, et que vous étiez mort, ça aurait été pire. Bernard le regarda longuement, puis détourna les yeux et sortit de son portefeuille une carte de visite en platine. Tu sais qui je suis? Malik haussa les épaules. Non. Je m'appelle Bernard Chambers. Je suis le fondateur et propriétaire du groupe de développement immobilier Chambers Développement Group. On construit des logements, des bureaux, des écoles. Et on finance aussi certains programmes d'aide à la jeunesse. Tu as peut-être vu ce nom quelque part? Je lis pas ce genre de truc. Juste les journaux qu'on trouve dans les bennes. Et là-dedans, on parle pas des businessmen. Bernard sourit légèrement. Juste. Tu veux que je te commande un dîner? Malik haussa à peine les épaules, comme s'il hésitait, puis finalement. Bernard hocha la tête, fit signe au serveur, et celui-ci apporta au garçon un sandwich chaud et des frites. Malik mangeait prudemment, non pas comme un petit animal affamé, mais comme quelqu'un qui n'a pas mangé correctement depuis longtemps et qui ne veut pas paraître vorace. Il mangeait avec dignité. Tu as l'œil aiguisé, observa Bernard en le regardant envelopper soigneusement la moitié du sandwich dans une serviette, pour l'emporter plus tard. On apprend dans la rue à regarder autour de soi, répondit Malik. J'ai vu la capsule, sa couleur était différente du sucre ou du sel. Votre femme est belle, mais nerveuse. Sa main a tremblé. Les gens qui font de mauvaises choses font presque toujours une erreur de trop. Bernard hocha la tête. Les mots du garçon étaient étonnamment justes, et il se dit qu'il comprenait peut-être la vérité plus profondément qu'il ne le laissait paraître. Pourquoi as-tu pensé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance? Malik resta silencieux un long moment. Elle avait le même visage qu'une personne que j'ai connue. Cette personne m'a un jour frappé, mais elle souriait aussi avant ça. Bernard détourna le regard. Il revit Marisa au tous ses sourires, ses gestes, ses caresses et comprit combien il avait ignoré les petits signes d'alerte, les appels étranges, les excuses fréquentes, l'irritation pour un rien. Il ne voulait pas croire qu'elle était capable d'un acte aussi lâche. Mais les faits étaient là. Tu as peur qu'elle revienne, demanda-t-il doucement. Malik haussa les épaules. Peut-être. Mais si elle revient, je pense que vous serez prêt. Bernard esquissa un sourire, puis se leva. Viens, je te raccompagne. Mais pas au commissariat, ne t'inquiète pas. Je veux juste savoir où tu vis. Peut-être que je pourrais faire quelque chose. Malik hésita. Il ne savait pas s'il pouvait lui faire confiance. Mais aujourd'hui, il avait déjà pris un risque et avait fait le bon choix. Il acquiesça. Bernard régla l'addition. En sortant, il jeta un dernier regard à la table vide, la soupe était restée intacte. Le monde dans lequel il vivait ne lui semblait plus aussi chaleureux. Mais quelque part, dans son ombre, se tenait un garçon qui n'avait pas eu peur de dire la vérité. Et cela valait peut-être plus que tout le luxe et le statut. La police avait déjà commencé à analyser les faits. Le premier examen de la soupe avait donné des résultats alarmants. L'affaire fut rapidement transmise au procureur du district. Il y avait beaucoup de questions, et peu de temps. La présence de journalistes, les vidéos ayant fuité sur les réseaux sociaux, tout cela attisait les tensions. L'histoire d'un riche homme d'affaires empoisonné par sa jeune épouse ressemblait au scénario d'un thriller criminel. Mais ce n'était pas une fiction. Bernard Chambers était assis dans son bureau, au 5e étage du siège de Chambers Développement Group, regardant le printemps new-yorkais à travers la fenêtre. Hier, il avait failli être une victime. Aujourd'hui, il était au centre de toutes les attentions. Mais ce n'était pas cela qui le préoccupait le plus. Il pensait au nombre de fois, ces derniers mois, où il avait vu des signaux d'alerte, et choisi de ne pas les écouter. Il vaudrait mieux que vous ne fassiez aucune déclaration sans avocat,
dit son assistant en entrant, une tablette à la main. La presse est en ébullition. Vos actions tiennent encore, mais la pression va monter. Bernard acquiesça. Il comprenait. Son nom était une marque fiable, respectée. Et maintenant, ce nom faisait la une de tous les journaux, mais avec une toute autre connotation. « Où est le garçon ?» demanda-t-il sans détourner le regard de la fenêtre. « Nous lui avons trouvé un hébergement temporaire. Un centre privé, pas un foyer. C'est sûr, les conditions sont dignes. Nous avons mis en place une protection pendant l'enquête. Bien. Je veux lui parler ce soir. » Pendant ce temps, au poste de police, Marisa était assise dans la salle d'interrogatoire, sans maquillage, en sweatshirt gris. Elle paraissait à la fois plus jeune et plus vieille. Elle n'avait pas l'air effrayée, plutôt agacée. Son avocat faisait les 100 pas. « C'est absurde. Tout ça est insensé, » répétait-il. Ils n'ont aucune preuve directe. À part ce que le garçon prétend avoir vu. Il est sans abri, mineur, et ils ne peuvent même pas prouver que c'est vous qui avez mis quoi que ce soit dans la soupe. Les caméras ? Demanda Marisa, fixant un point invisible. Malheureusement, celle au-dessus de votre table n'a pas fonctionné. Une panne, apparemment. Ça pourrait jouer en notre faveur. Mais l'analyse de la soupe, c'est un vrai problème. Elle se tut un instant. Je voulais juste partir dignement, dit-elle soudain. Sans divorce, sans procès, sans partage. Il aurait signé la procuration. Il est vieux. 1 mois ou 2, et personne n'aurait rien soupçonné. Ce n'est pas un enfant, c'est un... L'avocat s'arrêta net. Tu viens de l'admettre, Marisa. Elle eut un sourire en coin. Et alors ? Vous avez dit vous-même qu'ils n'ont pas de preuves directes. Le soir venu, Bernard se rendit au centre où Malik avait été temporairement placé. C'était une petite maison en banlieue, transformée en refuge caritatif. L'endroit était calme, propre, il sentait la nourriture et le bois chaud. Le garçon était assis dans la salle commune, examinant un jeu de société, sans y jouer. « Tu t'es bien défendu hier, » dit Bernard en s'asseyant à côté de lui. « Je n'ai pas oublié ma promesse. » Malik acquiesça doucement. Il ne savait toujours pas s'il pouvait lui faire confiance. « Tu as un rêve ?» demanda soudain Bernard. « Oui », répondit doucement le garçon. « Juste dormir la nuit sans penser à où se cacher. Juste avoir ma propre brosse à dents. Et savoir qu'il y aura à manger demain. » Bernard hocha lentement la tête, le cœur serré. « Tu auras tout ça. Si tu es d'accord, j'aimerais demander la garde. Pas tout de suite, bien sûr. Par les voies officielles. Mais si tu veux bien. Tu ne t'opposes pas, je vais t'aider à obtenir une éducation, un logement et une vie normale. » Malik resta silencieux, puis soudain demanda, « Pourquoi me croyez-vous » Bernard fixa droit devant lui. « Parce que je ne me suis pas cru, mais toi tu as cru, tu as fait ce qu'il fallait malgré tout, et cela veut dire que tu as ce qu'on ne peut pas acheter, la conscience, le courage et ce rare sens du moment où il faut ne pas se taire. » Il se leva. « Je vais te laisser ma carte de visite, demain un travailleur social viendra, tout sera officiel, mais le plus important, c'est que tu n'es plus seul. » Bernard se dirigea vers la sortie, et à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, Malik sourit sincèrement, sans peur, sans masque de protection. 2 jours plus tard, Marisa fut officiellement accusée. Ses avocats tentèrent de réduire la gravité de l'affaire, mais il y avait déjà trop de preuves, d'attention et de résonance médiatique. La tentative de meurtre avec un poison était une accusation sérieuse, même pour les personnes ayant de bonnes relations. Quant à Bernard, il apparut en couverture non pas comme une victime, mais comme un homme ayant survécu à une trahison et ayant choisi la confiance. Lors d'une interview, il prononça une phrase qui fit le tour des journaux, « Le garçon de la rue m'a sauvé la vie. Cela ne parle pas de ma vulnérabilité, mais de sa force. Et tant qu'il y a des enfants comme lui dans le monde, nous avons une chance. » Un mois passa,
le printemps s'installa définitivement, les rues de New York se couvrirent de cerisiers aux fleurs roses et blanches, les cafés installèrent des tables sur les trottoirs et les passants commencèrent à sourire plus souvent, au lieu de se cacher dans leurs manteaux. La ville, comme toujours, continuait à avancer. Même après les scandales les plus bruyants, elle savait oublier, non par indifférence, mais par une éternelle précipitation. Mais quelque chose restait. Le nom de Bernard Chambers ne quittait pas les gros titres. L'histoire de l'empoisonnement, la sensation des révélations, les interrogatoires, les audiences judiciaires. Tout cela continuait à animer les chaînes d'information et les émissions du matin. Mais l'attention pour un détail ne s'atténuait pas, particulièrement pour le garçon nommé Malik, qui avait sauvé la vie d'un millionnaire. Dans le salon spacieux mais cosy du Townouse à Brooklyn, l'odeur de biscuits et de café frais flottait. Malik était assis à la table, faisant ses devoirs. Il portait un nouveau sweat à capuche et un jean propre. Sur la table, il y avait une tablette avec des manuels numériques et à côté, une tasse de chocolat chaud. « Comment ça va avec les maths ?» demanda Bernard en entrant dans la pièce avec un petit pain chaud dans les mains. « Mieux qu'hier », répondit Malik en souriant. « J'ai compris les fractions, elles sont presque comme la division dans la rue, mais plus honnêtes. » Bernard éclata de rire. En un mois, ils étaient devenus plus proches, pas comme un père et son fils, c'était encore trop tôt pour le dire, mais définitivement plus proches que simplement un adulte et un enfant sauvés. Malik ne fuyait plus les contacts, il ne se retournait plus à chaque bruit. Il s'était habitué au silence, à son propre placard, aux discussions du soir. La tutelle avait été accordée temporairement, mais Bernard avait déjà déposé une demande pour la rendre permanente. Aucun organisme ne s'y opposait, tout le monde savait comment tout avait commencé et était heureux de voir comment cela continuait. « Tu savais que je pouvais ne pas te croire ?» demanda Bernard un soir, alors qu'ils regardaient ensemble de vieux films. « Oui » répondit Malik. « Mais si vous aviez mangé la soupe, il n'y aurait plus eu personne pour y croire. » Le procès de Marisa suivait son cours. La défense tentait de jouer sur son état psychologique instable, cherchant des expertises médicales, insinuant une pression et un stress. Mais l'accusation était bien préparée, preuves, aveux, traces du poison dans ses affaires, documents financiers montrant qu'elle avait transféré de l'argent sur des comptes inconnus. Tout cela formait un tableau assez simple, bien que amer. Bernard n'assistait pas à chaque séance. Il avait engagé de bons avocats et avait choisi de ne pas perdre de nerfs. Il avait déjà survécu à la trahison, il n'avait pas envie de la revivre. Son attention était centrée sur Malik. Un soir, ils rentrèrent chez eux plus tard que d'habitude, après une visite au musée d'histoire naturelle. Malik tenait pour la première fois des jumelles et ne pouvait pas s'arrêter de regarder le modèle de dinosaure. « Tu voulais devenir archéologue, non ?» lui rappela Bernard, alors que Malik racontait avec enthousiasme que les dinosaures étaient comme des preuves oubliées du passé. « Je voulais, et maintenant peut-être que je pourrais le devenir, » ajouta doucement Malik, et dans sa voix, il y avait quelque chose de nouveau, de l'espoir. Ils dînèrent sur la terrasse, sous le léger bruit de la rue et les senteurs de la pizza fraîche que Malik avait lui-même réchauffée. Bernard le regardait et se demandait à quel point leur chemin aurait pu ne pas se croiser. Tout cela avait été décidé par une seule seconde, un seul acte, une seule phrase, « Ne te tais pas. » « Tu te souviens que tu voulais une brosse à dents et un endroit où dormir ?» demanda Bernard, plus tard dans la soirée. Malik acquiesça. « Tu as maintenant tout ça, et plus encore, mais si jamais tu veux revenir à ta vie d'avant, je ne te retiendrai pas. Mais sache que tu as une maison, toujours. » Malik ne répondit pas. Il s'approcha simplement et l'enlaça, véritablement, sans peur, sans protection. Un peu plus de temps passa, et Malik commença à étudier dans une école privée. Il s'avéra qu'il comprenait plus vite que la plupart de ses camarades. Les enseignants disaient qu'il avait un esprit analytique, et le superviseur du département de tutelle ajouta, « Parfois, il suffit d'un seul adulte pour changer le destin d'un enfant. » Mais Bernard savait que c'était l'inverse. Parfois, il suffit d'un seul enfant pour rappeler aux adultes qui ils doivent être. L'histoire fit de nouveau les gros titres, mais dans un autre contexte.
Bernard Chambers créa un fonds au nom de Malik pour aider les enfants qui se retrouvaient dans la rue, mais n'avaient pas perdu leur courage. Le logo du fonds montrait l'ombre d'un garçon debout devant la porte d'un restaurant, et en bas, la devise, le véritable héros est celui qui dit la vérité, même si tout le monde se tait.